Bonjour à tous, on va démarrer avec quelques minutes d'avance. Donc enchanté, je suis Jean-Philippe Poisson, je suis cofondateur et directeur général de Wiser. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec François. François qui est ex-CEO de JS1 France et aujourd'hui consultant expert en information produit. Aujourd'hui on va parler de qualité de la donnée produit. Pourquoi on va vous parler de qualité de la donnée produit ? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on achète de moins en moins de produits et de plus en plus de données. Alors, pour s'en convaincre, je vous propose de revenir un peu à la genèse du commerce. Au début, il n'y avait pas de commerce, comme ça c'était réglé. Ensuite, on a appris à cultiver, vendre, acheter, mais ça ne changeait pas grand-chose. On achetait toujours des produits qu'on pouvait voir et toucher. Ensuite, on a inventé, bien plus tard, le commerce de détail et les supermarchés. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé qu'on n'achetait plus des produits qu'on pouvait toucher, on achetait des emballages qui décrivaient dans une étiquette ce qu'on achetait à l'intérieur. Mine de rien, c'est une révolution. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à acheter de la promesse. On achetait la promesse que ce qui était à l'intérieur était décrit correctement à l'extérieur. Mais on mettait encore ces emballages dans un panier et on les mettait dans notre voiture ou on les prenait à pied pour rentrer chez nous. Alors on a inventé le e-commerce. Et qu'est-ce qui a changé avec le e-commerce ? C'est que là, pour la peine, on n'a aucune chance de toucher le produit physique. On lit une description et on espère très fort que ce qu'on va recevoir à la maison correspond à la description. Donc on achète la promesse que cet objet, ce bien, soit livré chez nous et soit conforme à sa description, une confirmation quelque part que la description est suffisamment détaillée et juste pour qu'on puisse faire confiance au site de e-commerce. Pour ça, il faut que la donnée elle soit fiable et elle soit suffisamment détaillée pour pouvoir prendre ma décision d'achat. Et ça a l'air de rien, mais en fait c'est d'une complexité assez folle. Pourquoi ? Parce que tout le long de la chaîne de valeur, là le slide n'apparaît pas, mais on a toute la chaîne de valeur du producteur jusqu'au e-commerçant. En fait, chacun, et vous le savez très bien ici, chaque intervenant dans la chaîne de valeur parle avec ses propres référentiels, ses propres conventions de nommage, et en fait, on a une grande difficulté de lier les informations tout au long de la chaîne de valeur, depuis le fabricant jusqu'à la supply. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est que cette hétérogénéité de données, c'est un véritable challenge, je pense que tout le monde est d'accord. Est-ce que, François, ça te parle ? Alors, ça me parle, ça se voit pas, mais ça me parle. Non, mais ce qui est intéressant dans cette courte, brève histoire du temps, c'est qu'en fait, on a effectivement switché, et je confirme ça, sur le fait finalement, on achète de la donnée, on fait confiance à la donnée qu'on achète en e-commerce. Et cette problématique, elle est inflationniste. C'est-à-dire que de plus en plus, dans le e-commerce, on fournit de la donnée. Alors ça, c'est le slide d'après, mais la problématique, elle est apparue assez vite, même d'un point de vue législatif. Dans le domaine alimentaire, il y a eu un règlement au début des années 2010, règlement 1169-2011 d'ailleurs, dans l'alimentaire, où alors, il y avait beaucoup de choses autour des allergènes, de donner un certain nombre d'informations auprès du consommateur, mais il y a un petit truc qui était logé dans cette réglementation, qui consistait à dire le consommateur doit recevoir exactement ce qu'il commande. Sous-entendu, ce qui a écrit sur la donnée, la fiche produit que j'ai dans sur mon site internet, et ben, je dois avoir exactement la même chose sur le produit correspondant exactement à ça. Donc ça paraît tout bête, ça paraît évident quand on est consommateur, mais ce n'est pas forcément ce qui se pratiquait toujours dans le e-commerce. Et ça a été pour moi un premier élément, et on est de plus en plus là-dedans. Avec une inflation, alors au début on décrivait vaguement le packaging, ce qu'il y avait écrit dessus, les composants produits, les ingrédients, etc. Et en fait, on a commencé une logique inflationniste. Aujourd'hui, une fiche produit, ça peut faire jusqu'à 200, 250 attributs. On va vous demander plein d'informations. Alors, ça nécessite, entre les acteurs, beaucoup de transferts de données, avec pas mal d'erreurs à la clé, pas mal de problématiques dans la capacité à transmettre de l'information. Il y a une grosse demande de la part des distributeurs d'avoir plus en plus d'informations. Et alors, je vais faire la distinction entre la donnée et l'information, parce qu'ils transmettent beaucoup de données, qu'ils traduisent en information, des fois en reprenant strictement ce qui leur a été envoyé, mais des fois en recomposant cette information. Donc il y a une étape, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a une étape qui est franchie en plus, qui est celle de recréer des évaluations diverses et variées. Alors des fois, encore une fois, si vous prenez l'exemple du Nutri-Score, le Nutri-Score en alimentaire, vous avez deux façons de l'afficher. Soit vous avez une information directe en provenance du fabricant,
soit vous le recalculez à partir des ingrédients et de l'information sur les ingrédients. D'accord? Donc il y a ce phénomène d'inflation. Et le deuxième élément pour moi majeur, c'est ce qui est en train de changer, c'est que non seulement on va vous transmettre une information de l'identique de ça par rapport à ça, mais de plus en plus on va vous demander des informations sur l'origine des produits, ce qui a été consommé. Alors là c'est l'exemple, on vous a mis du cornet de beef, mais maintenant on vous demande ce qu'a consommé la vache. Et en plus on va vous demander aussi une information à l'aval, c'est comment je recycle le packaging. Donc vous avez un phénomène d'inflation qui est quand même très significatif aujourd'hui dans la quantité d'informations produites. Et le point, je pense, vis-à-vis de Wiser, c'est que cette information, il y a de plus en plus de données, mais elle est de moins en moins structurée. C'est-à-dire qu'au début, on s'échangeait des trucs assez cadrés. De plus en plus, c'est de la donnée textuelle avec toutes les sources d'erreurs qui peuvent être comportées dans cette donnée textuelle. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est sur fait, Twitter, voilà. Hop, c'est bon. Voilà, donc si je continue, la logique réglementaire, donc, alors ça s'applique pas à l'alimentaire, ça s'applique au textile, à la construction, à l'électronique, mais le paquet législatif, notamment européen, est en train de finalement d'entériner cette logique de double digital du produit. Et le Digital Product Passport, pour faire simple, hein, c'est l'idée qu'on puisse accéder à une information sur les produits avec tout cet historique. D'accord ? Le premier type de produit qui a été fait pour plein de raisons, c'est les batteries. Là, parmi les informations qui sont censées être transmises sur les batteries, il y a des informations sur comment on recycle, quels sont ses composants. Quand je vais réutiliser une batterie, j'ai besoin de savoir depuis combien de temps elle existe, et j'ai besoin de savoir, en l'occurrence aux frontières, demain, potentiellement pour la Commission européenne, dire si elle a été fabriquée avec du cobalt issu de mines où les enfants travaillent, je ne la ferai pas rentrer sur mon marché. D'accord ? Donc on est déjà un peu loin de l'information des ingrédients sur un produit. On a tout cet enjeu législatif de se dire que tous les produits, même ceux qui sont commercés de manière exclusivement physique, vont de toute façon avoir un double digital. Alors, le paquet législatif alimentaire, c'est Farm to Fork en 2023. Et il y aura de toute façon, même dans le nom de la réglementation qui était la politique agricole commune avant, ça s'appelle maintenant Farm to Fork. Je pense que ça en dit long sur la nature des données qui vont devoir passer d'un acteur à un autre. L'idée étant que de plus en plus, on consomme par critère d'achat plus que par juste acheter un packaging. Donc c'est à mon avis des révolutions qui sont assez importantes et qui vont générer, encore une fois, énormément de données à transmettre entre tous les acteurs, avec en plus pas uniquement une transmission du fabricant au distributeur comme c'est la logique aujourd'hui, mais une transmission sur toute la chaîne. Alors, on voit qu'il y a de plus en plus de données, que ces données deviennent de moins en moins structurées, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans la chaîne de valeur ici, c'est qu'il y a des acteurs qui ont des niveaux de digitalisation qui sont très différents. Si on parle de la ferme, si on parle d'un retailer ou si on parle de le supply, on n'est pas dans les mêmes niveaux de maturité digitale. Donc on se retrouve avec de la donnée qui est très hétérogène, qui est peu structurée, qui est inflationniste. Et c'est un peu la vision qu'on a eue en créant Wiser, donc d'être capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour structurer en fait toutes ces données tout au long de la chaîne de valeur et les permettre de passer en fait d'un acteur à l'autre de manière de plus en plus transparente et de plus en plus efficace. Alors, je sais que François adore le cornet de beef, il vous en a déjà parlé. Pourquoi on a mis cette boîte, François ? Non, parce qu'il y a une forme d'anachronisme qu'on ressent tous en voyant cette image. D'un point de vue marketing, je dirais que le packaging, c'était quand même pendant très longtemps circuler, il n'y a rien à voir. Hein. C'est-à-dire qu'on vous raconte tout un tas d'histoires. On sait tous maintenant que ce qu'il y a dans du cornet de beef, c'est pas terrible. Mais là, on vous raconte une belle histoire en vous disant... Voilà, c'est super, il y a des médailles d'or, des machins, des trucs. Voilà. Donc ça, cet anachronisme, il est assez intéressant. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a cette dissociation entre le contenu d'un produit et son contenant, à plein d'égards. Premièrement, on est dans une économie de plus en plus circulaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir recycler cet emballage. Donc l'emballage, on a des innovations aujourd'hui où on va faire de plus en plus du vrac, où on va réutiliser ces emballages, où on va avoir de la consigne. Donc vous avez de plus en plus une dissociation sur laquelle vous n'allez pas forcément avoir un produit qui est emballé, entre guillemets, et l'emballage ne suffit plus à fournir cette information. Vous avez là aussi, je fais encore appel à des mouvements réglementaires, mais les gens des vins et spiritueux en Europe ont négocié, entre guillemets, avec la Commission européenne pour pouvoir avoir une sorte de packaging étendu. C'est-à-dire qu'ils auraient été censés
donner les ingrédients qu'il y a dans du vin. Alors je suis désolé pour les amateurs de vin, mais des fois il y a des ingrédients que vous n'avez pas forcément envie de savoir qui sont dedans. Et eux, pour éviter de le mettre sur les étiquettes, sur ces produits nobles, ont demandé à pouvoir digitaliser une partie de l'information produit. D'accord ? Donc en fait, vous allez avoir, un peu à l'instar effectivement de cet exemple-là, vous allez avoir de plus en plus une extension de l'information produit. Donc vous avez deux mouvements pour moi qui sont un peu contradictoires, mais qui vont dans le sens de dissocier le packaging du produit. Le premier, c'est celui-là, c'est cette logique d'extension. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de place pour mettre l'information nécessaire sur les packagings, mais vous allez aussi avoir des packagings qui sont des packagings blancs, entre guillemets. Quand vous allez avoir des produits qui sont achetés en vrac avec tout un tas de modèles qui sont en train de se développer, qui essayent de se déployer pour pouvoir avoir de la consigne, que ce soit les consommateurs qui apportent leurs emballages en vrac, et ben cette information produit, elle ne sera pas portée par le packaging. Donc c'est un enjeu assez majeur de pouvoir transmettre cette information. Moi, je parle de portabilité parce qu'il y aura vraiment une portabilité de l'information, dans le cas de l'alimentaire, de la fourche à la fourchette. Et plus il y a portabilité, plus il y a nécessité d'interopérabilité entre les acteurs et de normalisation des données. Il va falloir que toute cette information, au fil de son parcours, d'une certaine manière, du parcours des ingrédients, etc., mais même dans une logique d'afterlife, d'être capable de transmettre cette information. Alors ça pose plein de problématiques, mais bon, c'est des enjeux qui sont très intéressants pour les acteurs, et ça nécessite cette quantité d'informations absolument gigantesque, parce que quand vous allez avoir le lieu de production du blé qui a servi à nourrir tel animal, etc., c'est autant d'informations de traçabilité qui sont des informations aujourd'hui totalement déstructurées, que les acteurs s'échangent bon an mal an, de point à point, mais qui sont aujourd'hui dans une logique écosystémique qui nécessite des solutions de normalisation des données. Alors, si je reçois un produit qui n'est pas conforme à sa description, qui est responsable, François ? Alors ça, c'est un point qui n'est pas encore tout à fait tranché. Je dirais dans la logique commune, c'est, si je reprends mon exemple de cornet de beef, c'est le fabricant de cornet de beef qui est responsable de l'information qu'il affiche. Aujourd'hui, pour les plateformes, elles considèrent que celui qui est vendeur du produit sur la plateforme, d'accord, en marketplace par exemple, est responsable de l'information. Il se trouve qu'il y a discussion autour de ça, notamment au travers de cette réglementation, le Digital Service Act, rendant les plateformes responsables de ce qu'elles vendent sur leur plateforme, sur leur site. Et donc du coup, il y a une question de qui est responsable de cette information. Donc il y a plusieurs dimensions par rapport à ça. La première dimension, c'est que la donnée, elle n'est pas toujours transmise de manière brute. Elle est raffinée, elle est réutilisée. Voilà, quand vous affichez une information sur un score X ou Y, comme le fait un Yuka par exemple, Yuka transforme l'information. Donc qui est responsable de cette information qui est affichée? Qui est responsable de ce que le consommateur reçoit? Donc il y a eu beaucoup de choses autour de ça pour, encore une fois, dans un contexte où le consommateur n'a pas les éléments nécessaires pour faire ses choix, de décider qui est responsable de l'information qui est affichée. Donc là, on voit encore une deuxième dimension qui est, à mon sens, en plus de l'inflation, de dire mais celui qui vend le produit, celui qui vend la donnée avant que le produit soit reçu, a une responsabilité à l'égard de celui auquel il vend. Alors pour ce qui est de la marketplace, on voit bien la difficulté, c'est de dire qui est responsable. Est-ce que c'est celui qui affiche le produit sur la marketplace ou est-ce que c'est la marketplace qui finalement, on le sait bien avec Amazon, on a l'impression d'acheter à Amazon quand on achète sur Amazon. Donc la question qui est posée est celle-là, pour éviter que les plateformes s'en lavent les mains, entre guillemets, en disant mais c'est pas moi, c'est l'autre, etc. Alors c'est encore en discussion, sauf erreur de ma part, je crois que c'est pas tout à fait tranché, mais on voit bien que la tendance, pour reprendre mon exemple initial, la responsabilité qu'il y avait dans l'alimentaire, dans les règlements dont je parlais au tout début, d'afficher une information correspondante exactement au produit, elle est en train de passer un cran d'une certaine manière et de se dire que tous ceux qui vont commercialiser vont avoir une responsabilité à l'égard du consommateur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai une responsabilité, qu'on peut se retourner contre moi, je vais être particulièrement vigilant à l'information que j'ai reçue de tout l'écosystème qui est derrière moi. Et donc, de plus en plus, cette tendance va nécessiter que les acteurs ne puissent pas, entre guillemets, d'un revers de la main, se dire « mais c'est pas grave, cette information, si elle n'est pas juste, ça ne marche pas ». Donc aujourd'hui, on en est encore au stade, et je pense que c'est les use cases les plus fréquents pour Wiser, de dire « je cherche à faire en sorte que l'information est juste », c'est déjà pas mal.
Mais de plus en plus, cet enjeu de responsabilité va crisper d'une certaine manière tous les opérateurs dans la capacité à récupérer une information qui est de plus en plus cruciale pour ne pas se faire attaquer derrière comme étant responsable de cette erreur qui a pu engendrer l'exemple type qu'on a connu ces dernières années, c'est les allergènes. Il va de soi que si vous affichez mal les allergènes et qu'un consommateur ne vérifie pas sur le packaging quelque chose, ça peut poser un petit problème. Donc voilà, cette question de préservation de la santé du consommateur, il y a des plateformes comme Wish par exemple qui ont subi quelques revers récemment, mais en partie il y a cette logique-là. Il y a cette logique de dire j'ai besoin de savoir d'où ça vient, est-ce que voilà, et ça va encore une fois, c'est l'inflation. Mon exemple des batteries va se reporter sur plein de produits. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du travail des enfants derrière, et puis des variables qui ne sont pas des variables qu'on connaît aujourd'hui, qui sont est-ce qu'il y a du sucre, est-ce qu'il y a du sel, etc. C'est beaucoup plus important. D'autant que, pour moi, la tendance va encore plus loin, c'est que demain, on va avoir des scores avec des calculs de CO2, des calculs d'impact, etc., etc. Comment calculer l'impact CO2 d'un produit sans avoir les informations sur le transport et la logistique, sur le mode de production des ingrédients, etc., etc., c'est quasiment impossible. D'accord ? Donc, toute cette tendance va marquer d'une certaine manière un besoin de plus en plus inflationniste d'être capable d'avoir une information précise, juste, bien structurée pour pouvoir ensuite l'afficher auprès du consommateur. Alors, quand on dit bien structuré, on peut penser au système d'EDI, tous les data hubs à base d'API, les agrégateurs de flux, etc., qui véhiculent de l'information effectivement tout au long de la chaîne, comme on l'a dit tout à l'heure. Sauf que cette donnée, elle est rarement réécrite. Et en fait, nous, on voit effectivement le mouvement dont parlait François tout à l'heure. On a de plus en plus de marketplaces qui nous sollicitent. Et ça devient c'est pas quelque chose d'obligatoire aujourd'hui, mais ça devient une bonne pratique de retravailler en fait les attributs de manière à les normaliser. Alors normaliser, c'est quoi ? C'est standardiser, enrichir, catégoriser, être capable de dédoublonner aussi des informations, de manière à pouvoir avoir une information affichée au consommateur qui est de plus en plus granulaire et fiable. Un des exemples aussi bêtes que ça, c'est de réécrire de manière standard un attribut. J'ai des attributs qui arrivent, ils ne sont pas écrits de la même manière. Je les réécris de manière à qu'ils soient standards et que sur ma marketplace, partout, ou sur mon site de e-commerce, partout les produits ont les mêmes dénominations pour les mêmes choses. Donc on n'est pas en train de parler simplement de tuyaux, on est en train de parler de réécriture. Cette réécriture aujourd'hui, chez 90% des gens avec qui on discute, elle est faite à la main. Avec l'inflation dont est en train de parler François, ça sera plus possible de le faire à la main demain, pour des raisons tout simplement de volume et de complexité. Et pourquoi c'est important ? On a beaucoup parlé de réglementation, François, avec toi, mais je sais que tu es un homme de business. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on ne réécrit pas de manière standard et de manière normalisée les attributs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des sites internet qui sont un véritable bazar dans lequel on n'arrive pas à comparer en fait, des choses qui devraient être comparées. Donc là, c'est un exemple d'un site bien connu, où si vous regardez les attributs, en fait, ils ne sont même pas sur le même champ lexical. Donc comment moi, en tant que consommateur, je peux ne serait-ce que comparer des produits au-delà de les chercher dans le moteur de recherche. Ça, je pense que tout le monde est bien au fait qu'il faut des attributs bien qualitatifs pour le moteur de recherche. Ça a un effet sur, vous le savez par cœur, le taux de conversion, sur l'augmentation du panier, sur le taux de retour et surtout sur la confiance que le client a envers votre site internet de e-commerce et donc sur le réachat. Demain, sur notre stand, à 16h, on vous partagera une étude qu'on a fait avec l'IFOP sur justement l'impact de la qualité des produits, des descriptions produits sur les taux de conversion et sur l'augmentation du panier. Donc vous êtes les bienvenus demain et de toute façon il y aura des articles presse sur le sujet, mais on pense que c'est vraiment un sujet qui est important pour le business et qui va le devenir de plus en plus dans une pression consumériste, parce que ce qui est derrière le réglementaire, en fait, c'est tout simplement les citoyens et les consommateurs qui demandent de plus en plus de transparence. Donc j'espère qu'on vous a donné envie de mettre Wiser dans votre panier et on est ouvert à toute question. Il nous reste un petit peu de temps. Réaction, question. Oui. Merci pour votre intervention. Moi j'ai une question sur les standards. Donc vous dites que aujourd'hui les distributeurs vont devoir s'adapter et avoir certains standards. On l'a vu avec le mode de cuisson dans l'exemple que vous avez affiché. Qui définit ces standards ? Sur le e-commerce, on va dire que les standards vont être définis souvent par Google. Là, dans ce cadre de normalisation de données produits, j'aimerais savoir qui définit les standards. 10 minutes. Alors,
Donc j'étais patron de GS1 France. Donc le S de GS1 c'est standard. Donc, je vais essayer d'en dire 2 mots. En fait, il y a plusieurs niveaux de standards. Parce que en fait, fondamentalement, les standards d'information produit, le premier truc c'est de savoir se transmettre entre guillemets les bonnes cases. Quand vous faites une fiche produit, vous allez devoir dire cette information, si je reprends l'exemple du point net, voilà, l'information du point net est ici. Ce que fait Wiser, c'est un niveau de granularité plus fin. Pour moi, la standardisation, c'est censé être le langage. Donc l'idée, c'est de réduire l'ambiguïté. D'accord ? En l'occurrence, ce que fait Wiser, c'est de regarder dans la case, en l'occurrence, si l'information est normalisée par rapport à ce qui est utilisé pour vous. Donc une catégorisation ou des choses comme ça. Donc la standardisation, après la standardisation dans les échanges, aujourd'hui il y a des échanges de fiches produits qui sont sur entre guillemets des vieux standards qui sont plutôt de l'EDI, etc. Demain, à mon avis, on aura de plus en plus d'échanges en mode web. Donc la structuration de l'information en mode web, ça fait appel à alors en l'occurrence pour ce qui est de GS1 travaille avec le W3C par exemple pour faire en sorte que la structuration d'une fiche produit en mode web puisse se faire de la même manière entre guillemets qu'elle se faisait avant dans l'EDI. Et moi, à mon avis, on va passer à ça. D'autant que la saisie d'un QR code, en fait, ça renvoie vers une page web. Donc la page web va être aussi décrite, mais encore une fois, ça va flaguer la nature de l'information, pas l'information elle-même. C'est ce que je distingue de ce que fait Wiser, qui, voilà, c'est pas parce qu'on vous dit ça c'est le point net ou ça c'est l'origine des matières premières que la manière dont vous allez écrire origine de matières premières, en l'occurrence un lieu, va être écrite de manière non ambiguë par derrière. D'accord ? Donc il y a quand même de toute façon, à mon sens, à la fin, un travail qui est nécessaire. Enfin, c'est l'intérêt, je pense, d'une solution comme Wiser, de pouvoir faire un travail pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ambiguïté tout au long de la chaîne quand on va décrire un lieu, une date. Voilà, un événement de traçabilité, c'est une date, un lieu, un événement. Quand le poulet a été tué, quand il a été mis dans une barquette, etc., etc. Quand vous allez décrire ça, il va y avoir un besoin assez significatif, non seulement de se mettre d'accord sur les boîtes, mais sur le contenu des boîtes. Alors d'un point de vue très opérationnel, donc d'abord c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors la plupart de nos clients, donc, qui sont des grands retailers ou des marketplaces, ont déjà fait ce travail en fait. Ils ont déjà des matrices avec des listes déroulantes dans lesquelles il y a un certain nombre de conventions de nommage pour les attributs. L'exemple c'est bleu. Alors si vous avez bleu ciel qui arrive et bleu canard, vous le faites converger vers bleu s'il n'y a que bleu dans le référentiel d'arrivée. Quand on est avec des clients qui n'en ont pas, on génère statistiquement à la volée les standards. C'est-à-dire qu'en fait, on va être capable de prendre les données qui arrivent et de générer automatiquement le standard en fait, de manière statistique. En se disant c'est ce qui est le plus représenté, enfin je ne vais pas vous donner tous les trucs, mais c'est dans le dictionnaire, c'est compréhensible par un consommateur, etc. Et donc je vais aller automatiquement créer le standard. Il peut être bien sûr corrigé par un business developer ou par un responsable de la donnée produit, mais l'idée c'est d'automatiser. Aujourd'hui, nos clients, ils ont des millions d'attributs. On est en multilingue la plupart du temps, donc on n'a pas le temps d'avoir des gens qui vont le faire à la main. Donc l'idée c'est vraiment de le faire de manière full automatique. Et donc par moment, l'IA va faire des choix de standards qui sont modifiables mais qui sont des choix. Et du moment que j'ai envie de dire que le choix est bon, c'est pas gênant. Aujourd'hui, c'est fait beaucoup à la main encore, cette conversion de standard. Enfin, pour moi, le meilleur exemple, c'est Orange. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez marqué Orange, une intelligence artificielle ne sera pas forcément distinguée si c'est le fruit, la couleur ou la marque Orange. D'accord ? Donc ce qui est intéressant avec ce que fait Wiser, c'est que c'est 95% d'intelligence artificielle, mais ça a recours à l'esprit humain, parce que l'esprit humain comprend l'ambiguïté, là où les modèles statistiques, pas toujours. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, j'avais une toute petite question concernant l'intelligence artificielle. Du coup, je voulais juste savoir quelle partie de l'intelligence artificielle, quand vous dites l'IA, est-ce que vous utilisez la vision par ordinateur pour étiqueter les produits, par exemple? Alors, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est du NLP non supervisé, c'est-à-dire qu'on va avoir la capacité d'utiliser en fait l'analyse du langage et le contexte. C'est-à-dire qu'en fait, il va comprendre de quel orange on passe en regardant dans les colonnes d'à côté, en fait, tout simplement, en regardant le titre de la colonne.
Donc il va être capable normalement de savoir si on parle de la marque, etc. Mais là où c'est vrai, il y a 5% des données dans lesquelles il y a un doute. Et dans ce cas-là, on a une plateforme web qui permet, en mode SaaS, à des utilisateurs de venir interagir avec l'IA pour corriger, valider ce que l'IA lui propose. La computer vision, on a fait des tests, notamment pour lire les packaging. Parce que souvent, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'informations sur les packaging que dans les fiches produits. Donc là, on utilise des technologies qui viennent lire en fait le packaging, qui sont capables d'enrichir la fiche produit avec des informations. Ce qui n'empêche pas qu'il faut les normaliser, parce que les packaging, pareil, ils sont tous rédigés selon ce que la marque a envie de mettre. C'est l'exemple du cornet de beef tout à l'heure. Et donc, on a quand même besoin d'une couche de normalisation, même quand on va chercher la donnée sur du packaging. Merci. Moi, j'ai une question. Je viens de regarder sur votre site web. Vous avez des belles références comme Auchan, par exemple. Ce genre de société, j'imagine qu'ils ont déjà des PIM, par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce que votre société apporte par rapport à un PIM? On adore les PIM. Ouais. Parce que ça, en fait, vous êtes en train de monter un PIM, vous avez besoin de Wiser. Parce qu'en fait, le PIM, il ne réécrit pas la donnée à l'intérieur. Il ne va pas vous faire le travail qu'on a ici. Il ne va pas vous faire ça. Il ne va pas vous réécrire toutes les manières d'écrire un notice board en une manière unique. Donc nous, on adore, en fait, quand les projets de PIM, on a à peu près, je pense, Adrien, 40% de nos clients aujourd'hui qui sont en fait, dans lesquels on est rentré à un moment donné où ils mettaient en place un PIM. Et Wiser est né, pour la petite histoire, chez L'Oréal, sur le projet de PIM. Pourquoi? Parce que quand vous avez un PIM global, vous êtes obligé d'aligner 40 marques chez L'Oréal qui ont toute leur structure de gamme, leur propre convention de nommage, leur manière de nommer les choses. Et en fait, c'est quasiment, c'est très complexe d'aligner tout le monde parce que personne ne veut changer. Et donc l'idée, c'est de mettre de l'IA en fait au milieu pour être capable de convertir en fait les différentes structures de gamme pour être capable d'arriver à une gamme unique. Ça vous va? Ouais, voilà. Donc on adore les PIM et chaque fois qu'il y a un PIM, il y a Wiser. Bonjour, pour rebondir sur cette question, donc il y a quand même pas mal aussi de sociétés qui ont déjà un PIM. S'ils veulent optimiser leur PIM et utiliser votre solution, il faut qu'ils refassent un projet. Alors, ça dépend. En fait, ça dépend de l'état d'avancement effectivement du PIM. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les entreprises qui ont un fort renouvellement en termes de produits. Donc notre premier client a été Monoprix, avec qui on travaille maintenant depuis 3 ans. Il y a plusieurs dizaines de pourcents, on va dire, de changements de gamme tous les mois. Ça tourne, c'est des produits nouveaux, c'est des changements de packaging, des changements de gamme, etc. Et dès que vous avez de renouvellement, en fait, ce travail-là, de toute façon, il est à faire tous les mois pour réinjecter dans le PIM. Donc en fait, dans ce cas-là, on a une chaîne de valeur dans laquelle, alors je peux citer un de nos clients parce que c'est assez intéressant la manière dont il l'a fait. Nous, on est une API, donc vous pouvez nous mettre où vous voulez en fait dans votre structure de données. On a un client qui récupère les données effectivement de ses fournisseurs classiquement, qui fait une première couche de normalisation avec Wiser, qui les met dans son PIM, qui enrichit le PIM avec un data hub, Alchemix en l'occurrence, donc Satisfy. On renormalise et à ce moment-là derrière, ça part dans l'agrégateur de flux. Donc on est vraiment, en fait, on peut avoir plusieurs couches de normalisation au fur et à mesure de la chaîne de valeur. C'est pas parce que c'est dans le PIM que c'est normalisé. Parce que si vous mettez notamment un agrégateur de flux à la sortie, vous avez encore des règles de manière à pouvoir adapter la donnée au marketplace et à leur matrice. Donc c'est vraiment un travail qui est dantesque. C'est pour ça qu'il faut utiliser des automatisations, parce qu'à faire à la main, ça devient ingérable. Et j'avais une deuxième question. Est-ce que votre IA sait aussi catégoriser, je vais dire, le fond? Typiquement, poulet de Bresse qui vient de Bretagne, voilà. Est-ce qu'il sait identifier ce genre de problème? Alors c'est très intéressant. Alors non, pas du tout. Nous, on fait de la qualité. Donc ce que les clients font après avec la donnée qui a été nettoyée, à la limite, c'est leur problème. Donc c'est les scores dont parlait François tout à l'heure. C'est-à-dire que derrière, je peux mettre en place des outils de data science pour détecter ce genre de choses. Nous, on va préparer la donnée de manière à que ça soit possible. Comme on a des clients qui nous utilisent pour du pricing aujourd'hui. Ils font de l'extraction d'attributs de valeur. Par exemple, si je prends pression à froid pour l'huile d'olive, on sait que je peux la vendre plus cher. Donc je vais aller extraire cet attribut automatiquement et ça va alimenter un score de pricing. Nous, on ne fait pas le score de pricing. On prépare la donnée de manière à que les équipes puissent le faire et le faire tourner tous les jours. Merci. Non, mon écran n'est pas normé du tout. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez une dernière question? Voilà, c'est la fin. Merci beaucoup. C'était un plaisir de parler de qualité produit. Si vous voulez nous revoir, donc on est au stand G63. Merci beaucoup et bonne journée, bon salon.